97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. J'étais dans le trou là-bas et au moment où on allait ressortir du trou, j'ai commencé à voir la falaise qui tombait. Février 2010, rues, maisons, terres agricoles ont été submergées par la mer. La forêt primaire montre déjà des conséquences du réchauffement climatique. Cet argument... Non mais c'est pas possible. Si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Ce serait mieux comme ça, hein. Le silence. Si on ne parle pas d'un problème, au moins, il a le mérite de ne pas faire de bruit et donc de ne pas perturber notre quotidien. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bon nous on va éviter d'en rajouter et de mettre en lumière plutôt des pistes de solutions. En tant que jeune ergonome, on a un petit fait pour parler et faire parler de problématiques et des enjeux qui touchent un métier, un milieu ou bien une classe socio-professionnelle. On va aller à la frontière qui sépare les terres et les mers de notre planète. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mini-série de 3 épisodes qui couvriront 3 enjeux majeurs de l'impact du réchauffement climatique sur le littoral. Et vous allez voir, on a beaucoup de choses à vous dire, ce qui explique la durée exceptionnelle de cet épisode et de ce nouveau format. Parler du littoral, très bien. Mais par où commencer ? Peut-être par une définition ? Attendez, je crois que j'ai ça sous le coude. Ah, voilà, j'ai. Alors, à en croire le site du Conservatoire du littoral, le littoral est intrinsèquement mouvant. Il peut localement gagner de la matière ou en perdre, du fait de l'érosion et de la submersion marine. Avec le changement climatique, la hausse annoncée du niveau de la mer et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes, le recul du trait de côte est un phénomène auquel citoyens et pouvoirs publics se confrontent de plus en plus. Les conséquences humaines, matérielles, économiques et environnementales se font déjà sentir. Pourtant, il est difficile de se projeter, de réaliser, de rendre compte de l'ampleur du phénomène à venir. Préparer notre adaptation au changement climatique en anticipant les événements et leurs conséquences est nécessaire. Il y a donc des réalités, des métiers, des usages, des espaces qui sont en train de changer, de muter pour faire face et faire avec le réchauffement climatique. Vous imaginez bien que ce genre d'impact a de multiples externalités négatives et différents enjeux. Tiens, et donnons aussi quelques chiffres pour apporter un peu plus de poids à cette introduction. Afin de décrire l'état du climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l'ONRC, c'est l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, s'est doté d'indicateurs et d'outils tels des visuels satellites pour estimer l'évolution de certains paramètres de nos mers et nos océans. 23 cm. Depuis 1900, le niveau moyen des mers a augmenté de 23 cm, dont environ 6 cm depuis 2000. En 2000, justement, à La Réunion, nous sommes passés d'une température de la mer oscillant autour des 25 degrés et se rapprochant aujourd'hui à 26 degrés. Bref, les indicateurs montrent que ça chauffe pour l'eau, mais aussi un peu pour nous. Aujourd'hui, avec cette série de 3 épisodes, on est là afin de décrypter un peu ce qui se passe autour des activités du littoral, comprendre ces changements et analyser ensemble des pistes de solutions. Pour ce faire, plusieurs acteurs et actrices de Parlons Peu, Parlons Ergo sont partis à la recherche de travailleurs et de travailleuses, d'expertes et d'experts, d'universitaires, d'ergonomes, enfin bref, beaucoup de gens et beaucoup de beau monde qui font et qui parlent du littoral. Cet épisode est au carrefour des multiples déterminants touchant à l'activité du littoral. Malin, hein ? Eh oui, c'est ça aussi l'ergonomie. Cet épisode est présenté par Paul Fortabat et Cassandre Dubost. Auditrices et auditeurs de Parlons Peu, Parlons Ergo, bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé Le Littoral Summer, épisode en partenariat avec la Fine Ligne Rouge et les Patriotes sur Patreon. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, on doit vous raconter comment ce projet a commencé. Un petit flashback s'impose. Bonjour, Parlons Peu, Parlons Ergo. Oui, effectivement, j'ai une mission pour vous. Alors, je suis André Milan, je suis le président fondateur de la Fine Ligne Rouge. La Fine Ligne Rouge est une société de conseil en RSE. Comme vous le savez et le voyez, les dérèglements climatiques, comme la montée des eaux, auront des impacts très importants sur la vie des citoyens et des territoires. Même, ils devront quitter le territoire dans lequel ils ont vécu toute leur vie. Il se trouve que les ergonomes peuvent sans doute élargir leur observation à un territoire où vivent des personnes. J'ai envie
de connaître le point de vue des ergonomes face à un environnement mouvant, à des situations qui auront des impacts complexes et qui va bouleverser la vie des gens. Et donc, la mission que je vous confie, de m'éclairer, vous, comment vous analysez ces situations-là et comment vous pouvez apporter à tous ceux qui travaillent déjà sur la montée des eaux, quelles préconisations vous pourriez faire, notamment aux citoyens, pour qu'ils puissent vivre dans cet environnement nouveau et plutôt anxiogène. De prime abord, c'est du sable, ou de la roche, ou du béton, avec de l'eau en face, plus ou moins agitée, et plus ou moins chaude. Les littoraux en France sont multiples. Rien qu'en métropole, ils diffèrent entre la Méditerranée, l'Atlantique, la Bretagne et la côte basque, auxquels il faut ajouter les territoires ultramarins qui possèdent chacun leur spécificité propre. Pour y voir plus clair, on est allé à la rencontre de Renaud Bécaud, chercheur en histoire contemporaine et membre du réseau universitaire des chercheurs en histoire environnementale. Il n'y a pas une définition ultime, définitive, tranchée, qui ferait consensus entre tout le monde. C'est une définition qui peut changer selon les périodes historiques qu'on considère, selon les acteurs et les groupes sociaux aussi qui évoquent ce littoral et les enjeux auxquels ils sont confrontés sur ces territoires. Et même si on regardait aujourd'hui au sein des administrations publiques qui peuvent être amenés à intervenir sur les espaces qu'on considère comme des espaces de bord de mer, des espaces littoraux, en fonction des problèmes qui se posent à ces administrations, il peut y avoir des définitions qui vont être un peu différentes. Si on veut s'en tenir à une définition standard, le littoral, c'est simplement la zone de contact entre la terre et la mer, l'océan. C'est une zone qui est donc constamment changeante sur le plan écologique, puisqu'il n'y a jamais un trait de côte qui est fixé de manière définitive à travers le temps. Ça pose le problème de l'érosion notamment. Et au sens écologique, le littoral peut avoir des implications particulières, puisque on parle souvent d'écotones. Quand on parle des dynamiques écologiques des littoraux, l'écotone, c'est simplement l'endroit où deux écosystèmes distincts se rencontrent, donc un écosystème plutôt maritime et un écosystème plutôt terrestre, et ça provoque généralement un foisonnement de biodiversité dans ces espaces-là. La présence humaine sur le littoral est très inégale. Par exemple, celui de la Basse-Normandie est très peu construit, là où les Alpes-Maritimes sont urbanisées à 98%. Néanmoins, il est à noter que non construit ne signifie pas inhabité par l'homme. Des humains y sont toujours présents au travers d'activités différentes. Il y a plus de zones construites que non construites. Pourtant, on parle bien d'un environnement fragile et mouvant. C'est pour ça que la gestion du littoral apparaît. Mais qu'est-ce que c'est la gestion du littoral ? La question de la gestion du littoral et le terme même de gestion, ça n'a pas toujours été utilisé pour parler des littoraux. Et encore aujourd'hui, je dirais que c'est pas un terme qui fait consensus entre tous les acteurs des sociétés littorales et pas non plus consensus entre toutes les administrations en charge d'intervenir sur les espaces maritimes et littoraux. D'abord parce que c'est une notion qui est assez présentiste. Quand on parle de gestion du littoral, ça renvoie à l'idée qu'on pourrait gérer quelque chose, gérer une propriété, gérer un territoire donné qui serait relativement figé à travers l'histoire, qui n'aurait pas de dynamique écologique propre, par exemple. Et donc, à mon sens, le terme de gestion, quand on l'applique aux littoraux, peut poser un certain nombre de problèmes à la fois scientifiques, politiques, puisque ça induit de parler de quelque chose qui pourrait être dans un état fixe, définitif et qui ne serait pas altéré au cours de l'histoire. Quand on gère quelque chose, on n'est pas en train de gérer quelque chose qui devrait faire l'objet de débats sur la manière d'intervenir sur cet espace. C'est simplement un espace sur lequel on pourrait intervenir avec des mesures techniques, mais qui en elles-mêmes ne feraient pas l'objet de décisions orientées par certains types de valeurs ou d'autres. Le terme même de gestion peut avoir des implications problématiques dans le sens où on est vraiment dans une logique de maîtrise humaine sur un élément naturel, sur un écosystème, alors même qu'on sait que les écosystèmes ne sont jamais complètement figés, qu'ils s'altèrent au fil du temps et qu'il y a quelque chose d'illusoire à dire qu'on pourrait complètement les maîtriser, les gérer. Donc, ce terme de gestion, il faudrait une étude historique plus fine pour voir à quel moment il apparaît dans le vocabulaire des administrations qui sont en charge des espaces littoraux. À mon sens, on le voit très peu dans la littérature administrative avant les années 70, voire la fin des années 70, et ça n'est que dans les années 80 qu'il est utilisé de manière plus systématique. Par exemple, le Conservatoire du littoral, quand on voit apparaître le terme de gestion dans toute la littérature, les documents, les rapports produits par le Conservatoire du littoral, c'est principalement pour évoquer la gestion de certains sites qui ont été acquis, qui sont propriétés du Conservatoire du littoral et qui sont ensuite donnés en gestion à des associations ou à des collectivités territoriales notamment. Donc c'est une gestion des sites, pas une gestion du littoral en tant que tel. Quand on voit apparaître parfois la notion de gestion du littoral, c'est davantage mis en équivalence avec quelque chose qui se rapprocherait davantage
davantage de l'idée du gouvernement du littoral de faire des choix sur l'évolution du littoral, sur les dynamiques écologiques du littoral. Par exemple, ça renvoie à l'idée qu'on ne peut plus urbaniser des espaces qui sont en train de s'abîmer, qui sont en train d'être affectés par l'érosion et qui pourront être amenés à évoluer très fortement dans les prochaines années, notamment en raison du réchauffement climatique. Là, quand on parle de gestion, c'est pas tellement au sens gestionnaire de gérer quelque chose qui serait fixe, c'est davantage au sens politique, au sens de décision politique qu'il faudrait inventer pour intervenir sur des espaces qui sont appelés à se transformer sans que l'on sache exactement comment ils vont se transformer à l'avenir. Sur l'ensemble du territoire français, une loi encadre la gouvernance du littoral. Elle a été votée le 3 janvier 1986 et est sobrement surnommée Loi Littoral. Son premier article nous dit « Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. » Ce triptyque aménagement, protection, mise en valeur met en évidence une relation parfois difficile entre l'humain et la nature, entre l'humain et le non-humain. Ce constat a eu lieu dans les années 1970 et a conduit à la création de ce qui s'appelle aujourd'hui le Conservatoire du littoral. Ce dernier est un acteur incontournable sur les questions de gestion du littoral. Le Conservatoire du littoral, aujourd'hui, il est complètement rentré dans les représentations qu'on peut avoir en France de la gouvernance des espaces littoraux, de la manière dont sont prises les décisions publiques sur l'orientation de ces espaces. C'est quelque chose qui nous paraît relativement commun quand on est familier des littoraux. Et pourtant, c'est une institution qui n'est pas si évidente que ça quand on compare à la manière dont d'autres pays peuvent intervenir sur leurs littoraux, y compris pas si évidente que cela quand on regarde les missions qui sont celles du Conservatoire par rapport à d'autres organisations publiques, puisque finalement, la première mission du Conservatoire, c'est de faire l'acquisition, de devenir propriétaire d'un certain nombre d'espaces littoraux pour les sanctuariser et faire en sorte qu'il n'y ait ni urbanisation, ni industrialisation sur ces espaces. C'est pas exactement pour ne rien en faire, puisqu'il peut y avoir des pratiques limitées, mais des pratiques agricoles quand même sur ces espaces-là. Il y a aussi des pratiques touristiques, mais ça ne peut pas être des installations permanentes de tourisme sur ces espaces-là. Donc il y a une valorisation économique de ces espaces qui va être très fortement limitée. Ça marque quand même une rupture assez forte dans la façon dont on pense les formes d'orientation des politiques. Il y a une expérience de 10 années qui s'écoule entre le moment de la fondation du Conservatoire et l'adoption de la loi littorale, et donc ça permet un certain recul. Et donc la loi littorale va notamment chercher à consacrer certains principes au niveau national pour confirmer le fait qu'il faut limiter les formes d'urbanisation et d'industrialisation littorale. Ce sera notamment l'idée que dans des espaces où il n'y a pas encore de présence humaine permanente en bord de mer, il y aura une bande de 100 mètres de profondeur qui sera sanctuarisée, sur laquelle on ne pourra pas construire d'habitation notamment. Et puis ensuite, ce sera une loi qui proposera un certain nombre de modalités de coordination entre les administrations centrales et les collectivités territoriales sur lesquelles il existe des espaces littoraux. Pour limiter l'impact de l'humain sur le littoral, pour le protéger, nous avons dû le sanctuariser. Ce constat est très bien expliqué par Bernard Calahorra, socio-anthropologue spécialisé dans l'environnement du littoral, dans un article intitulé « Le sociologue et l'environnement ». Cette incapacité cognitive à reconnaître le non-humain est liée à la culture occidentale fondée sur le paradigme de l'exceptionnalité de l'être humain, et non sur la considération pour les autres espèces. Selon Nathalie Crian et Elisabeth Michel-Guillou, chercheuses en psychologie sociale et environnementale, lorsque l'on parle de littoral, nous pouvons distinguer les gestionnaires du littoral des usagers. Nous pouvons ajouter une troisième catégorie, les résidents, qui possèdent une résidence, qu'elle soit principale ou secondaire, sur les littoraux. Lors des périodes estivales, les touristes se rajoutent au chiffre des occupants du littoral. Certains usagers et résidents s'impliquent dans les politiques qui encadrent le littoral, mais aussi dans sa gestion au travers d'associations de protection de l'environnement. Néanmoins, selon Valérie Deldrève, sociologue, pour certaines associations, cette protection de l'environnement naturel se fait avec l'enjeu de protéger l'environnement de vie. La sanctuarisation peut créer des situations d'exclusion et conduire à des inégalités sociales liées à l'accès au littoral. Valérie Deldrève approfondit ce point de vue dans une étude sur la préservation de l'environnement littoral et les inégalités écologiques. Elle nous dit que le privilège des uns est alors vécu comme injuste, parce qu'il autorise une domestication poussée de l'environnement naturel et remet en cause son appropriation par le public.
Si on se cantonne au XXe siècle en Europe occidentale, on a très tôt dans le XXe siècle, voire même dès la fin du XIXe, un certain nombre d'associations qui sont souvent à ce moment-là des associations élitaires qui vont intervenir sur les espaces littoraux et qui vont pouvoir chercher soit à protéger ces espaces, soit à encourager des formes de valorisation économique de ces espaces, notamment par le tourisme. Et parfois, ces deux dynamiques de touristification, donc de valorisation économique d'un côté et puis de l'autre côté de protection, vont aller de pair. On protège des choses qu'on va chercher à valoriser sur le plan économique par la suite. Donc ces associations au début du 20e et fin 19e, ça peut être à la fois des associations qui vont se rapprocher de thèmes qu'on qualifierait aujourd'hui de protection de la nature, qui souvent à l'époque sont plutôt ancrés dans des réseaux scientifiques ou des réseaux de naturalistes qui cherchent à faire un peu un inventaire de la faune et de la flore dans les espaces littoraux, à protéger certaines espèces et qui vont par là amener à des propositions pour protéger certains territoires littoraux. On a également des associations qui vont porter des pratiques de tourisme encore très élitaires au début du XXe siècle. Touring Club de France est une des associations les plus symboliques et ces associations-là de défense et de promotion du tourisme peuvent amener certaines représentations de ce qui serait valorisable dans les éléments naturels et sur les littoraux en particulier. Donc, ces associations sont présentes tout au long du XXe siècle, mais on aura une diversification des formes associatives dans les décennies suivantes au fil du XXe siècle. Quant aux administrations, elles ont toujours été présentes aussi au XXe siècle sur les littoraux, mais ça n'est pas nécessairement toujours les mêmes administrations au fil du siècle qui se sont intéressées à ce qu'il fallait faire de ces espaces littoraux, puisque en particulier dans l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, on aura le développement d'une administration en charge de l'aménagement du territoire, particulièrement dans les années 60, qui investira fortement les littoraux. Et puis à partir des années 70, une environnementalisation de l'action publique avec le premier ministère de l'Environnement et puis les services dépendants de ce ministère qui interviendront davantage. Les personnes qui font le littoral sont donc diverses, à la fois dans leurs intérêts mais également dans leur posture. On y retrouve des acteurs institutionnels, le Conservatoire du littoral, le ministère de l'Environnement, mais également les collectivités locales qui travaillent à protéger et faire vivre leurs communes. En plus des pouvoirs publics, se trouvent des associations qui militent pour limiter la dégradation du littoral et la sururbanisation. Ces associations peuvent être constituées de résidents des zones côtières et ou de militants pour la cause environnementale. Le littoral se retrouve donc au centre de cet équilibre fragile entre utiliser, vivre et protéger. Des humains vivent sur le littoral et pour protéger leur écosystème, ils mettent en place une gestion. Il arrive que la gestion du littoral soit parfois faite au travers du prisme de la gestion de l'urbanisme. Dans ce cas, selon Nathalie Crian et Elisabeth Michel-Guillou, il s'agit moins de savoir s'il existe un risque côtier ou non, que de trouver la meilleure façon de le gérer. Aujourd'hui, le réchauffement climatique rebat les cartes des risques car il rend la montée des eaux inévitable. Nous sommes allés interroger Alban Landré, doctorant au sein du laboratoire AMUR, Aménagement des usages des ressources et des espaces marins et littoraux. Les travaux du laboratoire portent sur le développement durable des activités maritimes, les politiques publiques associées et leurs impacts sur l'évolution des socio-écosystèmes marins et littoraux. On souhaite comprendre quels impacts ont aujourd'hui le réchauffement climatique et la montée des eaux sur le littoral et sa gestion. D'abord, il nous explique qu'aujourd'hui, à cause du changement climatique, le niveau de la mer augmente et les espèces changent. La mer reprend sa place d'autrefois. Les digues construites par les humains par le passé se détruisent. Qu'en ce moment, par rapport au changement climatique, et dans pas mal d'endroits qui sont menacés, les pouvoirs locaux et ou les services de l'État vont devoir décider de laisser ou pas s'inonder et se saler des étendues cultivées ou pâturées par des animaux. Que, par exemple, la force des marées soit moins forte sur des digues qui protègent des habitations et s'engouffrent plutôt dans des anciens pâturages, voilà, pour protéger des zones d'habitation ou des bourgs entiers. Moi, pour donner un exemple que je connais un petit peu parce que c'est proche de là où je travaille, j'y ai déjà été. C'est le polder de Ploubalay dans la baie de Lancieux, près de Saint-Malo. C'est une grande zone de pâturage où des digues avaient été construites pour gagner progressivement des terres agricoles sur la mer. Et donc pendant longtemps, les agriculteurs puis
le conservatoire du littoral, qui était devenu propriétaire, réparait la digue pour protéger les champs et les pâturages qu'il y avait derrière. Et en fait, après de nombreuses submersions, la décision a été prise en 2020 de ne plus réparer la digue, et maintenant la mer rentre sur les anciens champs qui se salent du coup lors des grandes marées, ce qui va modifier et ce qui modifiera le milieu. Donc de nouvelles espèces vont probablement s'implanter, et donc là, pas seulement du fait de changement de zone climatique, mais aussi de la montée du niveau de la mer. Certaines habitations peuvent être impactées par cette montée des eaux et pourraient même cesser d'exister. En tant qu'ergonome, n'est-il pas possible d'agir sur la gestion du littoral ? Serait-il possible d'outiller les acteurs du littoral en les éclairant sur les stratégies à adopter pour penser l'espace futur des littoraux ? L'objectif de la démarche serait de co-construire un équilibre entre les activités humaines et la biodiversité en prenant en compte l'évolution inévitable des littoraux. Il existe déjà de nombreuses actions qui ont été réalisées sur le littoral afin de renaturaliser l'espace. Cela fait référence à une série d'initiatives et de politiques visant à restaurer ou à améliorer les écosystèmes naturels dans des zones qui ont été altérées ou dégradées par des activités humaines. Alban Landré nous en donne plusieurs exemples. Sur le lien entre faune, flore et urbanisation, votre question, elle me fait penser aussi au travail que font certaines collectivités, que font le conservatoire du littoral, parfois de démolir certaines habitations ou certains parkings, ou d'enlever des cabanons ou des caravanes abandonnées pour faire ce qu'ils appellent de la renaturation. Par exemple à l'île de Ré, le département de la Charente-Maritime, grâce à l'argent du péage du pont qui permet de se rendre sur l'île de Ré, achète des maisons isolées dans les bois pour les démolir et en fait rendre ces espaces-là, ce sol-là aux espèces qui habitent les forêts. Le conservatoire du littoral, les communautés de communes appellent renaturation, et en général détruire des bâtiments ou un endroit où le sol a été imperméabilisé, par exemple par un parking, et le remettre en terre et laisser de la végétation spontanée s'implanter, ou alors ressemer des espèces locales à la place. Par exemple, ça parlera peut-être parce que c'est un site assez connu, le Cap Fréhel dans les Côtes d'Armor. Il y a quelques années, le parking a été démoli et reculé en fait par rapport au cap lui-même, par rapport au phare du Cap Fréhel. Et donc les visiteurs maintenant doivent marcher davantage pour découvrir les paysages, mais en fait les élus locaux se sont rendus compte aussi que du coup les visiteurs passaient plus de temps dans le secteur, dans les villages alentours, et allaient découvrir plus d'espaces naturels du fait de devoir se garer en fait plus loin de l'espace naturel et de devoir marcher depuis que ça a été renaturé. On comprend donc que derrière la renaturalisation, il y a aussi la volonté de sensibiliser les usagers à la nature. Mais l'objectif ultime derrière cette renaturalisation est de restaurer et de préserver la santé des écosystèmes naturels pour les générations futures, ainsi que de contribuer à l'atténuation des changements climatiques et à la préservation de la biodiversité. Il existe donc plusieurs aspects clés de la renaturalisation de l'espace, tels que la restauration des écosystèmes, la gestion des ressources naturelles, la création d'espaces verts, la réduction des risques naturels et bien plus encore. Ce que la renaturalisation met en lumière est l'évolution des logiques gestionnaires au fil des décennies, comme nous le montre Giacomo Parinello dans son article « Le littoral ». Une enquête historique à l'ère de l'Anthropocène, passant d'une gestion dont la logique est principalement orientée vers l'utilisation par l'humain d'un espace vers une gestion prenant en compte les enjeux environnementaux. Au-delà des pouvoirs publics, il existe aussi des actions menées par le Conservatoire du littoral. Leur but étant de faire coexister les humains et les différentes formes de vivance sur le littoral, un endroit très prisé. Une action qui est menée par la Ligue de protection des oiseaux, par le Conservatoire du littoral et d'autres, qui s'appelle Attention, on marche sur des œufs, en fait,
qui a été faite dans la foulée des périodes de confinement, déconfinement, où il y avait moins de gens qui allaient sur le littoral, et où du coup certains oiseaux qui font leur nid dans le sable ou dans les galets ou dans d'autres recoins des plages et du littoral s'étaient mis à s'installer un petit peu où ils voulaient en l'absence d'humains. Et donc cette opération attention, on marche sur des œufs vise en ce moment, notamment pendant la période de nidification de mi-avril à mi-juin, à poser des panneaux pour que au maximum les gens qui se promènent respectent les sentiers et soient le mieux informés possible de quels oiseaux ou quelles espèces végétales sont présentes, de quel calme ou non-dérangement ils ont besoin pour nicher tranquillement, et pour que le littoral, qui est à la fois une zone très prisée des humains parce que c'est beau, c'est agréable, mais qui est aussi très prisé par plein d'espèces parce que c'est très particulier, que ces zones-là soient partagées au mieux entre ces espèces-là et entre les humains qui viennent se promener sur le littoral. Le littoral se trouve donc au centre d'enjeux humains et environnementaux divers. Son usage tend à évoluer au travers des décisions de gestion portées par différents acteurs, institutionnels ou non. Partager l'espace pour faire coexister les humains et les espaces est donc important pour l'environnement. Nous pouvons dire que cela revient à faire coexister l'humain et la nature. Nous avons vu que les politiques de gestion de ces littoraux existent et continuent d'émerger. Mais comment fait-on pour habiter ces littoraux tout en faisant coexister l'humain et les différentes formes de vivants ? Si l'espace des habitations est amené à changer face à la montée des eaux, alors la question de l'habiter se pose. Pour en discuter, nous vous proposons de nous retrouver la semaine prochaine. Pour continuer à suivre Parlons peu, parlons argot, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de diffusion et de nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous aider en contribuant sur notre Patreon, notre plateforme de financement participatif. Et sinon, on se retrouve tous les deuxièmes mardis du mois pour un nouvel épisode.